Eh bien, il est 9h05. Je vous propose à toutes et à tous de démarrer ce petit déjeuner du marketing mobile organisé par la Mobile Marketing Association France en partenariat avec Sublime et Mozoo, que l'on remercie pour leur soutien et leur accompagnement. Je m'appelle Jérôme Bouteiller, je vous accompagnerai au cours de cette matinée, mais on va démarrer tout de suite par un mot d'introduction, excusez-moi, de Vadim Bishman. Bonjour Vadim, comment vas-tu? Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors le planning, donc un petit mot d'accueil, promis, ça va être court de ma part pour introduire ce petit déjeuner et vous expliquer les grandes actualités de la Mobile Marketing Association. Ensuite, on a donc Martin Clamart, qui est donc le lead du groupe de travail créativité, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui va nous parler un petit peu de cas de la créativité comme levier de performance sur le mobile. On a la chance de pouvoir avoir Aline de Café Royal avec Jennifer de Sublime qui vont nous parler de base case à propos de vidéo sur mobile. Ensuite, on a également la chance d'accueillir Guillaume de Capcar, Clémentine de Vbet avec Nicolas et Benjamin de Mozoo pour nous présenter un autre best case orienté sur le contenu de la publicité sur mobile. Et il faut rester vraiment jusqu'au bout parce qu'on a Martin qui va nous faire une synthèse sur les points clés à retenir de la créativité, toujours sur le mobile, vu qu'on est à la Mobile Marketing Association France. Ouais, la créativité comme driver de performance. Alors, Vadim, on disait, tu es rapporteur de la commission publicité. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette Oui, commission? alors effectivement, j'ai eu la chance d'être réélu pour un deuxième mandat à la Mobile Marketing Association. Il y a eu des élections donc, du bureau il y a quelques semaines au pluriel. Donc, je suis rapporteur de la commission publicité depuis un peu plus de 2 ans. Je suis également donc, general manager chez Wiz, qui est un cabinet de conseil en marketing digital. Alors bientôt basé à Genève, mais pour le moment en France. Et donc, j'ai la chance de pouvoir animer donc, l'intégralité de la commission. Donc, effectivement, sur la slide d'après, on est donc plus de 140 sociétés membres aujourd'hui à l'association. Donc, on est en croissance chaque année sur le nombre de membres qui adhèrent à la Mobile Marketing Association, qui est en fait devenu le mobile est prépondérant sur tous les canaux, sur tous les leviers du marketing dans sa globalité. Donc là, évidemment, on se parle publicité aujourd'hui, mais sur le commerce, sur le messaging, sur plein d'autres choses, le mobile est prépondérant. Et donc, dans la commission publicité, on a 4 groupes de travail actifs, 3 et nouvellement 4. Donc, on a le Drive to Store sur tous les sujets, donc énormément qui portent sur la géolocalisation, le mobile et comment adresser les consommateurs dans le dernier mètre pour les inciter à se rendre dans les points de vente physiques. Et d'ailleurs, hier a été la réouverture de beaucoup de points de vente. Donc, on est ravis que cette dynamique reprenne avec Fabien Dutrieux qui lead ce groupe de travail-là. On a notre fameux Martin sur le groupe créativité qui a vocation à évangéliser, mais je lui laisserai présenter le GT par la suite, mais évangéliser les bonnes pratiques de la créativité sur mobile. Et Dieu sait qu'il faut continuer quand même à faire de la pédagogie sur ce sujet-là, qui est hyper important si on veut amener effectivement de la performance, et on le verra tout au long de cette matinée. Et on a donc 2 autres groupes de travail qui est la convergence, donc le mobile en synergie des canaux traditionnels avec Mathieu Thébault qui lead ce groupe de travail-là, et nouvellement Agathe Lemoyle qui a repris ce groupe de travail audio-digital, donc vraiment spécifique sur audio, comme vous le savez, 95-98% mobile. Et donc, on a la chance d'accueillir Agathe qui puisse leader ce groupe de travail depuis peu. Rapidement, la commission publicité et plus globalement la MMA, donc la Mobile Marketing Association France, pour ceux qui ne la connaissent pas ou peu, c'est donc une association qui est présente dans le monde et qui, en France, et dans le monde d'ailleurs, mais en France notamment, a vocation à donc évangéliser le mobile au marché, donc agences, annonceurs et aussi solutions AdTech, entre autres, à travers différents livrables, des événements, des petits déjeuners, des études, des interviews, des guides et un baromètre notamment. Tout au long de l'année, à travers donc, justement ces différentes commissions. Et plus spécifiquement dans les dernières actualités, les actualités plutôt chaudes, on a Mobile Culture qui a vu le jour, donc globalement au sein de l'association. On a, donc je crois que c'est sur la slide d'après, on a
créer un livre et une émission autour de la culture du mobile. Donc, ça reprend effectivement tous les sujets phares du mobile. Donc, ça a commencé sur le commerce et le retail à travers au prisme du mobile. Et voilà. Et donc là, il y a une nouvelle émission qui est parue il y a peu sur la chaîne YouTube de la Mobile Marketing Association. Donc voilà, donc je vous invite à... C'est sur le site mobileculture.fr, je crois. Exactement, merci Jérôme, sur le site mobileculture.fr. On a effectivement le baromètre aussi, on a un baromètre annuel qui reprend tous les chiffres du marketing mobile sous toutes ses formes et sous tous ses angles, ce qui permet aussi de vous alimenter en interne et de nourrir éventuellement vos présentations et votre culture d'ailleurs sur le marketing mobile avec tous ces derniers chiffres qui est à chaque fois un énorme travail. Donc, je remercie encore une fois Sébastien qui lead au sein de l'association ce projet-là, un énorme travail d'agrégation des chiffres et de la mise en exergue des chiffres du marketing mobile. Très bien, merci Vadim pour cette présentation. On voit que c'est une commission particulièrement dynamique qui a un spectre très très large. Mais ce matin, on est là pour parler de créativité et de performance, c'est ça. Et on va enchaîner avec un keynote de Martin Clamart. Martin, es-tu là? Est-ce que tu peux allumer ta... Je suis là, la caméra est allumée normalement. Caméra. On voit tes superbes lunettes, ton superbe appartement. Ma bibliothèque, voilà, qui est fausse, je l'admets. Faut pas le dire. Alors, on te laisse la parole pour quelques minutes pour nous parler donc de créativité, levier de performance, point d'interrogation, parce qu'effectivement, souvent, on a tendance à ne pas associer ces deux notions et c'est une erreur. Effectivement, merci Jérôme. Si on peut passer direct sur la slide suivante, déjà pour faire le lien avec ce que disait Vadim, le groupe de travail sur la créativité, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on y fait? Le but, comme les autres groupes de travail, c'est effectivement de produire des livrables, évangéliser. Donc nous, notre thème, c'est la créativité, c'est de dire qu'effectivement, la créativité, et là on va en parler pendant tout ce petit déjeuner, est un driver de performance. Pour ça, il faut des best practices. Donc, on en a mis en ligne sur la chaîne du marketing mobile sur YouTube, par exemple. On a fait des interviews. On a aussi lancé en 2020, l'année dernière, donc pendant le confinement, post-confinement, les premiers Mobile Creativity Awards. La deuxième édition s'est tenue en tout début d'année. Voilà, en février. Si tu peux mettre la slide d'après, parce que le but était justement de dire qu'il fallait récompenser et mettre en avant cette créativité, parce que même si tout n'est pas parfait, il y a déjà plein de beaux cas. On a Mozu qui était un fier représentant ici, puisqu'ils avaient gagné la catégorie display. On avait la catégorie vidéo, audio, e-retail. Voilà, là on voit les derniers lauréats. Avec Sublime, qui était aussi. Sublime, qui était l'argent pour son nouveau format. C'est trop modeste, c'est pas le dire, mais on en est très fiers. Mais après, le but ici, là, j'ai ma casquette de lead de groupe de travail, c'est vraiment de dire qu'il y a plein de choses qui existent déjà aujourd'hui et que ces Creativity Awards, donc il y en aura une fois par an maintenant, c'est vraiment une belle fête pour mettre en avant tout ça, qu'il y a plein de belles choses qui se font, notamment via les membres, et qu'on espère que tout ça va grossir encore et encore. Donc ça, c'est pour vous dire un peu... Il y aura une troisième édition dans quelques mois. Il y aura une troisième édition qui va se tenir, je pense, où la révélation se fera aussi début d'année 2022. Voilà, on va en faire une par an maintenant pour installer la chose. On avait été ambitieux, on voulait faire tous les mois, mais c'est trop. Après, deux fois par an, c'est trop aussi. Une fois par an, c'est déjà très bien. Et ça permet d'avoir des beaux cas de tout le monde. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on fait au sein du groupe de travail. Et effectivement, les meilleures campagnes sur mobile, toutes celles que l'on vient de voir, les lauréats, en général, suivent les best practices qu'on a pu déjà étudier au passage. Donc, les best practices, là, je les répète rapidement, c'est effectivement avoir un objectif clair de communication. On ne peut pas courir après tous les objectifs pour avoir une créativité qui fonctionne. Si on veut faire et du trafic, et du branding, et du lead, ça ne marche pas. Il faut avoir un objectif pour une créa. Qu'une créa soit visuelle, sur le mobile notamment, il faut attraper l'attention rapidement. Dans le même état d'esprit, il faut aller à l'essentiel. Il faut vraiment travailler, d'arrêter le pouce du scroll pour pouvoir continuer capter l'attention. Arrêter le pouce du scroll du mobinote, c'est ça?
Bah, c'est ça, C'est hein, ça parce le que job d'un voilà. publicitaire aujourd'hui, arrêtez le pouce. Sur le mobile, c'est une partie. Et après, le faire changer, qu'on swipe, et pas qu'on. Faire Mais ça, on en tourner le reparlera, pouce. je pense, voilà, avec Mozu et Sublime dans les différentes keynotes, parce qu'effectivement, c'est un peu ça. Des formats adaptés aussi, ça aussi, c'est. Voilà, on va en parler aussi d'avoir des créas qui sont adaptés au mobile, mais aussi dans des formats qui sont adaptés. Personnalisé, ça c'est sur le digital en général, mais le mobile en particulier, là aussi parce que c'est un média intime. Et dans l'idéal, penser le mobile dès la conception de la créa. Quand on fait un film, pensez à avoir des petites choses en vertical, pensez à avoir des petits snackable content, etc. Donc ça, c'est un peu un récap rapide. Mais aujourd'hui, toutes les campagnes mobiles ne suivent pas ces guidelines. On se demande pourquoi, petit emoji. Alors, je me suis demandé pourquoi. Donc, la slide suivante, est-ce que c'est parce que le device n'est pas suffisamment utilisé? C'est des grosses questions, hein. Personne n'a la réponse. Et évidemment, mais non, le mobile est le premier écran digital en termes de reach en France. Ça, ce sont les derniers chiffres médiamétriques qui sont sortis en novembre dernier. Donc 70% de couverture sur un mois sur le mobile, c'est plus que sur le desktop. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que le mobile n'est pas utilisé qu'on ne fait pas suffisamment attention aux créativités sur mobile. Alors, est-ce que c'est peut-être une autre chose? Est-ce que c'est peut-être, sur la slide Alors, suivante, peut-être juste qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur ces chiffres. Ça veut dire que tous les jours, hein, parce que je crois que c'est des chiffres quotidiens, 70% des Français se connectent sur un téléphone mobile à l'Internet mobile, c'est ça? alors 70%, c'est en moyenne par mois, mais Oui, pardon, déjà par jour, par jour, c'est 59%. Ouais. 59%, donc près de 60%, hein. C'est quand même énorme déjà, et c'est beaucoup plus que pour le coup que sur le desktop par jour. Sur le desktop, on a 34%, et la tablette, 18%. D'accord, effectivement. Donc, on voit Donc, de la toute façon, on le puissance de ce vit média tous. désormais. Voilà, on le vit tous. C'est le mobile. Voilà, mobile first, c'est même plus. Enfin, tout le monde le vit au quotidien, qu'on est Et c'est d'abord bien sur le mobile. de remontrer les chiffres. Donc, évidemment, le mobile, premier écran digital en reach. En reach. Donc, on se dit, bon, en fait, toutes les campagnes ne suivent pas exactement ces créas parce que peut-être l'investissement pub ne suit pas, en fait, sur le mobile. C'est peut-être ça. Mais en fait, les derniers chiffres du SRI, sur la slide suivante, montrent l'inverse aussi. Puisque aujourd'hui, enfin, donc 2020, 52% des investissements digitaux étaient sur le mobile. Donc, c'est le device prioritaire et majoritaire sur le digital. Si on le remet même en termes de tous les écrans possibles au niveau France ou au niveau monde, le mobile était devant la télévision. Donc aujourd'hui, que ce soit en temps passé et en investissement pub, ça a été rattrapé. Le mobile est au cœur de toutes les stratégies. Et je crois que c'est Alors, 3,4 milliards pour le mobile en 2020 en France et 3 milliards pour la télé. Donc, il y avait évidemment voilà, c'est ça. Merci un de me changement de rappeler ces chiffres paradigme. que j'ai. Exactement. Donc, continuons de nous interroger, hein. Donc, adapter les créas mobiles, c'est parce que c'est peut-être peu efficace. C'est peut-être parce que c'est compliqué. Mais effectivement, il y a des cas qui nous montrent que oui, c'est efficace. Donc, c'est après ce qu'on va développer. Mais déjà, je voulais vous montrer quelques cas de membres, justement. Donc, sur le premier, bah, voilà, c'est le cas Opel qu'avait fait Mozu, qui a remporté du coup justement le Mobile Creativity Award. C'était l'utilisation d'une technologie native mobile, la 3D et la réalité augmentée, pour répondre à une problématique client claire. Là aussi, c'était super intéressant parce que c'est de dire on veut montrer une voiture, c'était en temps de confinement, c'est compliqué de se déplacer. Tiens, on va utiliser la technologie et le mobile pour créer une expérience. Résultat, des taux d'engagement qui explosent, parce qu'en général, on est autour de 2%. Là, on était à près de 7%. Et Donc là, là, c'est vraiment un. qu'on Oui, explique bien, c'est une voiture virtuelle qui était dans le champ de vision des mobinautes, qui était exactement. Et rajoutée du coup, les automatiquement. mobinautes pouvaient naviguer autour et vraiment découvrir la nouvelle Opel Mokka, qui était vraiment un nouveau modèle. Voilà, donc c'est une façon super originale et dans l'air du temps, et qui collait aussi à l'objectif. Ça, c'est important parce que c'est vraiment un fil rouge aussi. Qui dit efficacité, il faut avoir un objectif en tête. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant cet exemple-ci. L'exemple suivant, complètement différent, c'était un cas d'exemple avec Evian, donc Alludio, qui est aussi membre du groupe de travail, où là, c'était en fait utiliser l'interactivité et la créativité pour générer de la mémorisation, au final. Là, c'était Evian qui voulait changer un peu des petits bébés, il voulait parler aussi de la montagne, des bienfaits, de la fraîcheur. Du coup, il y a eu un effet buée qui a été fait sur des petits, alors c'était des pavés, des infield, et c'est quand on interagissait que la vidéo se lançait. Donc là aussi, c'est un peu le côté permission marketing où on se dit,
on déclenche quelque chose quand l'utilisateur a montré un intérêt. Et du coup, auprès des gens qui ont effacé un peu la buée de ce format, il y a eu un taux d'engagement aussi très très fort, 22%. Voilà. Donc là aussi, ça montre des chiffres concrets, réels, qui apportent une vraie mémorisation. On va rester dans l'eau minérale avec un troisième cas. On va rester dans l'eau minérale, exactement. Là, avec un autre cas qui est complètement différent, où là, on va utiliser plus des technologies qui vont permettre d'utiliser, de personnaliser beaucoup le message. Donc là, c'était Volvic qui parlait, qui voulait mettre en avant des arômes différents. Pour cela, ils avaient 3 cibles distincts, il y avait des moments dans la journée, parce que c'était en fonction de la température aussi. Donc là, c'était l'utilisation de l'ADCO. Et avec leur data et les connexions qu'ils avaient en termes de tracking, ils ont pu traquer un point important, les visites incrémentales que ça peut générer en magasin, et puis surtout le chiffre d'affaires que ça génère. Donc là, c'est aussi assez impressionnant de voir qu'avec une campagne mobile, First, on peut aussi générer du chiffre d'affaires. On a tendance à oublier parce que parfois on nous dit la publicité c'est bien, mais c'est pour le branding. Mais en fait, ça ne génère pas de chiffres. Évidemment que ça génère du chiffre d'affaires et on est là pour le dire et le répéter toute la matinée. Super, Martin. Une dernière chose. Est-ce qu'on aurait une belle campagne aussi sublime, peut-être? Alors, tiens, c'est marrant que tu en parles. Ah, tu vois? Non, mais là, je voulais effectivement parler du cas Nestlé, parce que donc nous, on a créé ce format, le Top Roll, alors qu'on ne peut pas animer ici, mais c'est un format qui est intégré en hauteur et qui nous permet d'avoir en étant un format outstream, donc qui n'est pas dans un flux vidéo, parce que ça, c'est aussi un peu interruptif, on va dire, dans la consommation d'un contenu pour un utilisateur. Donc, en étant un format outstream, on a réussi à penser ce format en étant plus tourné vers la visibilité, puisque c'est un des problèmes de ces formats, c'est de dire bah, c'est bien, mais ils ne sont pas vus, en fait. Un peu comme sur le digital avant, on disait la petite bannière, c'est bien, mais je ne clique pas. Mais là, c'est pareil, on dit on scrolle et on ne les voit pas. Là, bah, on a vu clairement que sur cette campagne Nestlé, il y a eu 95% de visibilité et des VTR qui aussi sur de la stream en général, sur le marché, on est à 30-40%. Là, on était près de 70%. Donc voilà, toujours les formats adaptés. Bon, ça, on en reparlera un peu plus avec Aline et Jennifer dans la keynote suivante. Mais ça, c'était pour dire qu'il y a aussi les formats adaptés. Et puis, un dernier point, oui, tu peux changer, c'est effectivement l'optimisation de la créativité en continu. Ça, c'est un point clé et je pense qu'il est encore assez peu développé. Là, c'est selon une étude de Biop, qui est aussi sur une centaine de campagnes. Ils ont étudié un peu entre une campagne où on donne une créa en début de campagne et on ne la change pas du tout, et des campagnes où on donne au début une créa, mais on peut la changer au fur et à mesure, car il y a un système de validation qui est mis, une organisation. Résultat, 38% d'efficacité en plus quand on peut optimiser la créa. En fait, on le fait naturellement, les marketeurs le font naturellement sur le SEO. Ils vont changer les mots-clés en face. Ah non, mais attends, il faut changer la combinaison. Aujourd'hui, sur tout ce qui est social ads, j'ai mis Facebook ads, mais on peut dire social ads de manière générale. Aussi, on a adapté un peu la production des contenus. Et là, Mozou va aussi nous en parler, je pense. Voilà, il y a plein de contenus et des façons de le faire qui sont intéressantes. Mais après, c'est vrai que sur tout ce qui est display et vidéo, ce n'est pas des choses qui sont encore intégrées, alors que, évidemment, que ça va apporter de la créativité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que font les CMO aujourd'hui là-dessus, sur la créativité mobile? Comment ils l'adaptent? Comment ils optimisent leur créa? Quels freins ils ont pour ne pas le faire aussi? Évidemment, il y a ça. On s'est posé la question avec le groupe de travail et on n'a pas trouvé trop de réponses qui existaient aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on lance, là depuis quelques jours, l'enquête, la première grande enquête sur la créativité et la performance, donc en partenariat avec Epidemix. Enquête qu'on a commencé, qu'on va continuer pour essayer de récolter un maximum de participants. Donc, je vous invite, je vais mettre après le petit lien dans la conversation, comme ça vous pouvez aussi y répondre. Donc, c'est une enquête 5 minutes qui pose les questions à tous les annonceurs et les membres du secteur. Savoir aujourd'hui la place du mobile, aujourd'hui comment est traitée la créativité sur mobile, comment elle est optimisée, pour qu'on puisse comprendre l'état des lieux et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Voilà. Merci Martin, et on espère que beaucoup de monde participeront à cette étude. On va attendre les résultats et on va du coup enchaîner avec un premier échange avec Sublime. Comment faire des campagnes vidéo efficaces sur mobile? Alors j'invite Aline Veillerette et Jennifer Hay à allumer leur micro et leur caméra. Aline, Jennifer, est-ce que vous êtes là?
Bonjour. Oui, effectivement. Bonjour à toutes les deux. Alors, on va peut-être commencer par se présenter. Aline, normalement, voilà, on vous voit en photo. Vous êtes marketing et communication manager de Café Royal. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, en quelques chiffres, cette marque de café? Effectivement, alors bonjour à tous, enchantée d'être là ce matin avec vous. Donc Café Royal, c'est une marque de café, comme son nom l'indique, qui appartient au groupe suisse Migros, donc qui est torréfié en Suisse, à côté de Bâle, donc pas très très loin de la frontière française. Donc il y a une autre grande marque de café en Suisse, c'est bon à savoir. Ah oui, bah, effectivement, le marché suisse est assez prospère en ce qui concerne le café. Il faut savoir que c'est le premier marché de consommation du café en Europe. Donc, les Suisses sont des très gros consommateurs et effectivement, ils ont de très jolies marques sur leur territoire national. Café Royal faisant partie de celle-ci. Donc, c'est une marque qui est une marque domestique et une marque d'export, donc qui est vendue en Suisse également et dans les marchés d'export, et qui existe en France depuis 2014. C'est relativement récent. C'est relativement récent. C'est une jeune marque finalement dans le paysage du café en France par rapport à ses concurrents directs qui effectivement ont pris des positions depuis bien plus longtemps et qui sont bien plus installés dans le paysage français. Et c'est une marque qui aujourd'hui, sur la totalité du marché, pèse à peu près 2,5 points de part de marché, toutes catégories confondues, avec un marché ou un segment phare qui est celui des capsules, enfin du café portionné et plus particulièrement des capsules compatibles pour les machines Nespresso, où là, Café Royal est positionné 4e dans le ranking de toutes les marques qui peuvent être présentes dans les rayons français. Très bien, et puis vous allez nous présenter dans un instant votre stratégie de marketing mobile. On accueille également Jennifer Hey, bonjour, agency partner chez Sublime. Bonjour Jennifer. Bonjour. Peut-être également quelques mots de présentation sur Sublime, complémentaires de ce qu'aurait pu dire Martin. Oui, donc certains d'entre vous nous connaissent déjà, mais nous sommes une régie experte en format impactant et non intrusif. Donc des formats innovants qui sont vraiment propres à notre régie, puisqu'ils sont tous créés par notre studio. Donc nous, vraiment, notre grande force, c'est de pouvoir digitaliser les assets fournis par les annonceurs pour créer des formats créatifs et efficaces. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut donner comme grand chiffre sur Sublime? La société existe depuis quoi, une quinzaine d'années déjà? Une dizaine d'années, oui. On est à peu près 70 collaborateurs actuellement, avec une présence en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie, à Singapour, en Amérique latine. Voilà, et on l'évoquait, un format qui s'appelle le Top Roll. Le Top Roll, voilà. Et voilà, un nouveau format innovant 100% mobile qu'on a choisi de lancer l'année dernière, justement pour répondre à la grosse problématique du digital, qui est d'apporter des vidéos qui sont visibles et avec des taux de complétion pour que les messages des annonceurs soient vus en totalité. Très bien. Alors, on va revenir justement sur la problématique de Café Royal. Aline, donc une marque qui est en conquête, évidemment, sur le marché français, en recherche de visibilité. Il y a eu, j'imagine, ces dernières années, différentes opérations et vous avez décidé de travailler avec Sublime de manière assez étroite. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'historique de cette collaboration? Oui, alors effectivement, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on travaille avec Sublime, avec un rapprochement qui s'est opéré en 2019, quand on a cherché justement à commencer à retravailler un petit peu l'image de Café Royal et à aller un peu plus loin finalement dans l'identité de la marque. À l'origine, Café Royal avait été lancé avec une égérie très forte que peut-être tout le monde a en tête. Chanteur anglais, non? Voilà, c'est un célèbre chanteur, effectivement, qui venait être le pendant d'un célèbre acteur dans une marque auprès d'une marque concurrente que je ne citerai pas. Donc, il y avait vraiment une stratégie au lancement qui était celle-ci, donc d'aller faire un parallèle assez fort avec une stratégie concurrente. Et puis ensuite, en 2019, il y a eu la volonté de vraiment se détacher de tout ça et de voler de nos propres ailes et de vraiment, pour Café Royal, de trouver son identité et d'aller jouer dans une nouvelle cour. Effectivement, c'est à cette période-là que Café Royal s'est rapproché de Sublime avec la volonté du coup de
comme l'a dit Jennifer tout à l'heure, de chercher à travailler effectivement des formats innovants, des formats créatifs et de vraiment trouver auprès des régies et des partenaires en tout genre, puisque Café Royal, bien sûr, travaille avec un certain nombre de régies et partenaires médias, de chercher avant tout la créativité et les bons partenaires qui nous permettraient de nous démarquer et d'aller chercher justement une identité propre pour Café Royal. Avec une relation directe de la marque à la régie, c'est bien ça? Exact, avec une collaboration effectivement qui se fait en direct. Alors, ça n'a pas non plus toujours été le cas. Au lancement, Café Royal était accompagné d'une agence. Et en 2019, de la même manière, on a fait le choix de se séparer effectivement de cette agence-là et de travailler là aussi en direct pour aller plus loin finalement dans les liens qui pouvaient être créés et pour pouvoir aussi peut-être plus directement transmettre les attentes et pouvoir plus directement nourrir les régies de ce qui était vraiment le fond de la marque, les fondamentaux, l'ADN de la marque, de pouvoir créer ce lien de complicité, de proximité qui nous permet, je pense, d'être plus efficace. En tout cas, c'est mon point de vue aujourd'hui par rapport à ce qui était la relation il y a 2 ans et les résultats aussi sur les campagnes il y a 2 ans pour la marque, de pouvoir gagner en efficacité, gagner en flexibilité. Parce que la régie était capable de vous fournir des données peut-être sur l'engagement utilisateur qui alimentait votre réflexion marketing, c'est ça? Oui, alors il y a effectivement le partage de données, mais au-delà de ça, il y a aussi la souplesse finalement ou la possibilité d'ouvrir un peu plus ses chakras, je trouve, quand on est dans cette relation-là, puisqu'en fait, il y a beaucoup de propositions ou d'affinage dans les plans, dans les assets, justement, qui naissent de discussions finalement assez informelles dans le cadre qui viennent on top des briefs. Typiquement, il n'y a pas que la période du brief où on se met d'accord sur les objectifs, le timing, le KPI, les priorités. C'est qu'après, il y a tout un tas d'échanges qui s'opèrent et au fil de ces échanges, on arrive finalement à devenir, à mon sens, plus créatif parce que, voilà, dans le cadre de la discussion, on rebondit sur des contextes, des opportunités qui fait que, in fine, on améliore, je pense, le rendu total des plans et des assets. Alors Jennifer, vous me disiez, Sulm est un expert des solutions créatives, une régie, mais bien plus que ça, parce que vous avez effectivement ce studio intégré, et du coup, effectivement, vous êtes capable d'accompagner des marques dans une réflexion plutôt stratégique. Oui, tout à fait. Donc, on les accompagne vraiment dès le départ, dès la construction du plan média. Donc, ce qui a été très intéressant avec cette expérience, c'est qu'avec Aline, on a pu vraiment échanger sur la marque, mieux comprendre pourquoi ce positionnement et proposer des formats qui étaient vraiment adaptés à sa stratégie. Concrètement, c'était quoi, par exemple, les recos? Aline, je pense, pourra en témoigner après, mais il y avait vraiment une volonté d'exprimer leur engagement solidaire, de parler de leur projet au Honduras. Donc, on a cherché ensemble des solutions pour transposer tout ça dans une campagne publicitaire et trouver les formats les plus adaptés pour répondre à cette problématique. Il y avait une autre problématique qui était de reach. C'est pour ça qu'on a immédiatement pensé au mobile, qui est un média très puissant. Et un objectif aussi de complétion pour que le message de la marque soit vu dans sa totalité. Alors concrètement, ça va être des recommandations aussi pour faire des vidéos peut-être verticales, adaptées à cet écran, sans le son, avec une durée plus courte, des choses comme ça aussi? Voilà, donc là, la grosse recommandation, c'était d'adapter en fait la vidéo à un média où le temps d'attention est beaucoup plus court. Les sessions sur mobile sont bien entendu beaucoup plus courtes. C'est très important de ne pas s'éparpiller au niveau du message et de garder un message très clair. Et ça, je pense qu'Aline l'avait en tête dès le départ, puisque le message était vraiment concentré sur un seul objectif. Et ensuite, comme l'a dit Martin auparavant, il y a l'envie de partir sur 2 stratégies différentes, d'obtenir plusieurs résultats. Donc, on a fait vraiment le choix de proposer 2 formats bien distincts pour répondre à 2 objectifs bien distincts également. Bon, on reviendra dans un instant justement sur les... Peut-être
parler juste après des performances, mais donc c'était une campagne qui devait concilier créativité et performance, hein. C'était quoi, Aline, vos objectifs concrets, vos KPI? Alors effectivement, donc c'était une nouvelle campagne 2021 avec du coup un objectif d'installer cette campagne, donc clairement un objectif de reach pardon, et de visibilité le premier, et le deuxième effectivement, comme c'est une campagne qui avait en focus les engagements de la marque, de chercher aussi à engager les personnes exposées à cette campagne. Donc, on a donné derrière ces deux grands objectifs, deux KPI bien précis qui étaient la complétion, parce qu'on était bien sûr sur du format vidéo, adapté aussi au channel qu'on utilise, qu'on jouait ici. Donc, objectif de complétion pour le premier format, objectif de VTR pour le deuxième, en vraiment se donnant voilà, derrière la volonté d'être à la fois vu et correctement vu pour derrière aller chercher du reach qualitatif et sécuriser que les messages qu'on souhaitait passer soient vus dans leur intégralité, encore une fois, pour pouvoir être bien compris et bien installés. C'est ça, la quantité, la qualité. Et du coup, est-ce qu'on peut partager les chiffres sur cette campagne? Jennifer, peut-être? Oui, du coup, donc, on s'est aperçu que les formats avaient bien répondu à leurs objectifs. Puisque pour le format top roll, on avait une complétion qui était beaucoup plus importante, 18% plus importante que le format solidaire. Donc là, on s'est rendu compte qu'il avait bien rempli son objectif de lecture du message et également la puissance de la couverture, puisqu'on a diffusé à peu près 5 millions d'impressions sur cette campagne. Et on avait également le format solidaire qui, lui, visait à faire connaître l'engagement de la marque Café Royal. Je fais juste une pause pour vous rappeler qu'il y a des QR codes sur les slides. Donc, si vous voulez voir les campagnes en live, il suffit de flasher le QR code et vous les verrez directement sur votre smartphone. Donc voilà, pour en dire un petit peu plus sur ce format solidaire, en fait, il a permis donc, à la marque Café Royal de financer un projet avec l'association Good Planet. Et il permettait en fait aux utilisateurs d'apporter un financement rien qu'en regardant la vidéo, tout simplement. Donc, on s'est rendu compte que au-delà de la complétion, il avait répondu à un autre objectif qui était de faire découvrir la marque et la fondation, puisqu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont souhaité cliquer sur ce format. Et donc, on avait un CTR 18% plus élevé que sur le format Top Roll. D'accord. Aline, vous étiez contente de ces résultats? On était très contents des résultats, puisque, encore une fois, on s'était donné l'objectif de vraiment être assez précis, de chercher la complémentarité plus que la duplication. Donc, on voulait vraiment sécuriser à part égale les deux objectifs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui devaient être menés de front pour que la campagne soit efficace, et sans avoir pour l'instant de résultats de vente, puisqu'on a parlé tout à l'heure d'efficacité aussi des campagnes mobiles sur les ventes. On en a déjà effectivement sur la marque et sur l'image de marque. Et proportionnellement à ce qu'on voit là sur du KPI purement de campagne, on peut voir aussi que le message d'engagement de la marque, qui était celui qu'on cherchait à pousser pour faire changer une image de marque derrière, s'avère efficace avec du coup des attributs d'image qui ont évolué positivement à hauteur des chiffres qu'on a pu voir là dans les résultats. On est effectivement là pour parler de créativité et de performance, et on se rend compte effectivement que des sociétés comme Sublime sont capables de fournir beaucoup de chiffres sur les engagements, les clics, etc. Et finalement, on va peut-être un peu plus loin qu'une stratégie purement publicitaire, parce que ça va alimenter effectivement votre connaissance finalement des utilisateurs finaux, hein, c'est ça? C'est exact. Alors, la manière dont on travaille avec Sublime, du coup, depuis ces 2 dernières années, c'est on leur demande de nous aider aussi en amont de la campagne, c'est-à-dire ce que vous avez sous les yeux, c'est une étude qu'on a fait avant de mettre en place la campagne pour mesurer justement que les spots et les assets qui allaient être utilisés étaient bien les bons, tant en termes de format qu'en termes de contenu, effectivement, et en termes de message. Et comme l'objectif de la campagne était de sécuriser à la fois de l'intérêt et de l'engagement, on voulait vérifier qu'en amont, auprès des différentes cibles qui étaient celles de Café Royal que vous avez sur la droite, on était bien dans les clous. Et en fait, on a utilisé du coup les learnings de ces études pour adapter les formats, donc typiquement pour aller retravailler des cuts de format en fonction des pics et des variations de courbes que vous avez à l'écran,
pour ne garder que les scènes et les séquences qui étaient les plus intéressantes pour les personnes exposées, et aussi se réassurer sur les choix qui avaient été faits, à savoir pour cette campagne, de mettre en avant vraiment une USP qui était la certification du Café Royal, et de voir que c'était vraiment le centre d'intérêt également des personnes exposées dans le cadre de la campagne. Est-ce qu'il y a eu des surprises, des bonnes surprises, notamment sur les questions de certification Rainforest Alliance? Alors, ce n'était pas vraiment une surprise parce qu'en ayant fait le choix effectivement de le retenir comme USP pour la campagne, on pensait qu'on était sur la bonne voie. En revanche, ça nous a plutôt conforté effectivement sur une interrogation qu'on avait sur la cible la plus jeune, qui était de se dire la cible Café Royal, elle est plutôt effectivement 25-49, voire un peu plus âgée. Et historiquement, on attirait une cible plutôt plus jeune. On est une marque très, très digitale par rapport à son environnement concurrentiel. Et du coup, on avait un poids de moins de 25 ans qui était assez important. Et ce qu'on voulait, par contre, c'était sécuriser que ces gens-là, on ne les perdait pas avec un message qui était plus orienté durable que ce qui avait été joué dans le passé. Et du coup, la confirmation plutôt que la bonne surprise, c'est de voir qu'effectivement, cette cible plus jeune, elle a été particulièrement réceptive à cette USP certification. Et quelque part, ça nous permettait un très bon équilibre entre, encore une fois, ça vous donne des idées de nouveaux produits, de produits peut-être plus bio pour viser les plus jeunes de vos clients, ou à l'inverse, des produits spécifiques pour les plus de 50 ans? Effectivement, on en tient compte. On essaye effectivement de tenir compte de tous les insights, quelles que soient les sources de ces insights-là, pour ensuite optimiser la partie média, on en parle aujourd'hui, mais au-delà de ça, effectivement, le portfolio de la marque ou les stratégies de channel aussi. On est vendu online, offline, principalement en retail, mais du coup, dans le retail, il y a des circuits sur lesquels on est plus ou moins présent aujourd'hui. Et effectivement, ces insights qu'on collecte au travers des campagnes et des études qui sont mises en place pour la préparation des campagnes sont également regardés au prisme d'autres horizons. Et typiquement, le point que vous avez soulevé sur l'assortiment bio ou un certain nombre de références qui pourraient intégrer le portefeuille Café Royal, ça vous donne des idées. Ça donne des idées, bien sûr. Jennifer, vous êtes bien plus qu'une boîte de pub, là. On parle quasiment d'études marketing. Oui, donc c'est vrai qu'on a choisi de mettre en place ces partenariats pour justement appuyer l'efficacité, montrer l'efficacité de nos formats. C'est vrai qu'on est sur des formats qui sont très branding, et on pense que c'est vraiment important d'apporter les bonnes études pour chaque format, pour vraiment apporter plus d'insights aux annonceurs et les accompagner sur le plan média. Là, on voit que grâce à cette étude, on a su ensuite adapter la diffusion du message. Et voilà, on a permis de conforter le choix de la marque sur la cible des plus de 50 ans. Et nous, d'apporter un cadre de diffusion vraiment adapté au message. Et c'est ce qu'évoquait Martin avec ce cercle vertueux, où vraiment les données de la campagne vont réalimenter la réflexion marketing, qui vont permettre du coup de réaffiner la campagne suivante. Donc, vraiment dans une logique de cercle vertueux. Tout à fait. Très bien. Un mot de conclusion peut-être, Aline. Donc c'est un cas client réussi. Vous allez continuer, vous allez augmenter vos investissements sur ce format mobile? Alors, le format mobile tient déjà une part significative dans les investissements de Café Royal. Est-ce qu'elle est majoritaire? Elle n'est pas majoritaire, voyez, on peut faire mieux. Elle est à part égale avec un autre gros canal qui, chez nos concurrents, est utilisé de manière bien plus majoritaire que chez nous. Donc, je pense qu'effectivement, il y a déjà Ils ont peut-être tort. L'avenir le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le mobile et le digital, de manière générale, chez Café Royal, est prépondérant. C'est une cible et un canal qu'on a historiquement préempté de manière assez importante. Et bien sûr que, vu le contexte et vu les développements des usages, ça restera un canal très important pour nous. Très bien, merci Aline pour ce témoignage. On invite tout le monde à aller se faire un café Royal, évidemment. Bien évidemment. Jennifer, un mot de conclusion également sur Sublime. Non, mais c'est juste un plaisir de travailler avec Aline directement. C'est vrai comme on a pu le dire auparavant, il y a une très bonne compréhension des objectifs, je pense, de sa campagne, et du coup un meilleur accompagnement.
dessus. C'est le cercle vertueux dont on parlait. Merci en tout cas Jennifer et merci Aline pour vos témoignages. Merci Et à on vous. va enchaîner avec un autre cas client et d'autres témoignages. Donc le thème de cette seconde intervention, comment réenchanter la publicité sur mobile et créer des contenus M-Content efficaces. Et on va démarrer avec un mot d'introduction, je crois, de Nicolas Giraud. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci pour l'accueil. Directeur commercial de Mozu, Exactement. partenaire de longue date de la Mobile Marketing Association. Oui, merci beaucoup. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Mozu, c'est la nouvelle génération des spécialistes de la pub et du brand content sur mobile. Depuis 2010, Mozu accompagne les plus grands annonceurs mondiaux et leurs agences dans la conception, la production et la diffusion de contenus mobiles innovants, mais surtout respectueux et performants, et encore une fois, adaptés aux nouveaux modes de vie et de consommation. On est systématiquement plébiscité pour la qualité, l'originalité et l'impact de nos créations. Et on a d'ailleurs reçu dernièrement le prix Or au Mobile Creativity Awards. Dont on avec la campagne Opel, hein, c'est ça dont on parlait. Avec la campagne Opel, exactement, dont Martin a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, notre mission, elle est assez claire et elle est surtout plutôt ambitieuse. C'est de réenchanter la publicité digitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise la créativité pour générer de l'engagement pour les marques et surtout pour créer des contenus M-Content efficaces. Ça tombe bien parce que c'est ce dont on va pouvoir parler ce matin brièvement en compagnie de Clémentine de chez Vebet et de Guillaume de chez Capcar, que je vais laisser se présenter éventuellement. Et on aura aussi une petite présentation de Benjamin Berger qui est aussi avec nous. On va demander du coup à tout le monde d'allumer sa caméra et son micro. On va commencer par une présentation de Clémentine. Bonjour Clémentine, Regional Marketing et Communication Manager de Vebet. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Du coup, pour faire un petit récap sur Vebet, donc Vebet, c'est un opérateur de paris sportifs en ligne qui est agrégé par l'Autorité nationale des jeux depuis 2017 et qui est sur le marché français depuis maintenant 2 ans exactement, dans une semaine, donc depuis 2019. Voilà. Très bien. Et on va aussi présenter Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Moi, je suis responsable du marketing et de la communication chez Capcar. Donc, Capcar, qui c'est? On est encore peu connu, même si la boîte a déjà 5 ans. Ça va changer après cette table ronde. Ouais, j'espère. Donc, c'est un tiers de confiance dans la vente de voitures entre particuliers. Plus concrètement, c'est aujourd'hui, si vous souhaitez vendre votre voiture, vous avez 2 options. Soit faire appel au marché du particulier, aller sur un site comme Le Bon Coin, mettre votre annonce et prendre le risque associé à la vente d'un véhicule, ou faire appel à un repreneur qui va vous reprendre votre voiture, mais potentiellement à prix cassé, parce que derrière, ils ont des frais de remise en état, etc. Capcar, c'est la solution qui se glisse un petit peu entre les deux, où nous, en fait, on se charge de la commercialisation du véhicule pour le compte d'un vendeur particulier, ce qui lui permet d'accéder au marché des particuliers au niveau vente et d'obtenir un meilleur prix de vente que s'il passait par un repreneur. Et au passage, on sécurise aussi toutes les étapes du parcours, c'est-à-dire que c'est un service clé en main. Il y a quelqu'un qui vient chez vous, qui fait l'annonce premium de votre véhicule. Ce sera multidiffusé sur une dizaine de plateformes et on s'occupe de la vente dans les meilleurs délais. Côté acheteur, on garantit le véhicule 6 mois et puis il y a toute une multitude de services autour de ça. Dans l'offre, il y a du satisfait ou remboursé où la personne qui achète a la possibilité de retourner le véhicule, bien que ce soit un véhicule de particulier. Donc voilà, c'est vraiment, on sécurise de confiance sur le marché de l'automobile. Tout à fait. Très bien, alors on va parler d'automobile, on va parler aussi de mobile avec notre 4e intervenant, Benjamin Berger. Bonjour. Enchanté, belle transition. J'ai travaillé le sujet, directeur conseil et brand content, parce que oui, le contenu c'est important. Oui, évidemment, le contenu est clé, et on le dit sur l'introduction avec le M-Content. On partage, nous, depuis 20 ans, ce que dit Bill Gates quand il dit le contenu est roi et que le web aujourd'hui ne vit qu'avec du contenu. Et donc, de la même manière qu'on dit que la créativité génère de l'engagement, on dit que le contenu est roi, ROI, quand on l'écrit, et génère aussi de retours sur investissement. Il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots, évidemment. Mais voilà, effectivement, on travaille énormément sur ces sujets-là. La créativité est liée ensuite au contenu qu'on va mettre derrière et c'est central aujourd'hui. On peut redonner les chiffres d'ailleurs, Mozu?
Les chiffres qui a à l'écran là, oui, effectivement, ce qu'on dit depuis longtemps, c'est que c'est la créativité qui génère de l'engagement. Les chiffres, ils sont à l'écran, hein, c'est x3 d'engagement, x5 de mémorisation et x9 de notoriété. Quand on sait qu'il y a 80%, dans notre métier, 87% des investissements publicitaires qui sont automatisés, on trouve qu'on oublie l'essence de la pub et que la qualité du message et son impact sur la cible. Donc voilà, nous, on se dit qu'au lieu de se concentrer sur le ciblage des volumes de diff ou la viabilité, les marques gagnent à suivre d'autres indicateurs comme l'attention portée, les émotions générées, la mémorisation, l'engagement, le temps passé, tout ce qui rend l'investissement publicitaire utile à terme. Donc c'est un petit peu ça les chiffres qu'on met à l'écran, entre autres. Très bien. Alors avant de découvrir un peu les campagnes mobiles que vous avez réalisées pour Webet et Capcar, on va peut-être parler des piliers de la créativité mobile selon Mozou, avec une stratégie qui repose sur le contenu mobile, le M-Content. Hein. Oui, on parle donc de M-Content, comme je le disais, et on a créé une petite grille d'analyse. C'est un moyen technique avec 7 M qui nous permettent de valider qu'on est dans une stratégie de contenu qui est pensée mobile first. Tous les intervenants, depuis le début, on est tous convaincus, je pense, du fait que il faut penser mobile et que la verticalité des contenus aujourd'hui, c'est une contrainte narrative qu'il faut prendre en compte dès le départ si on veut être pertinent, être impactant et du coup être efficace à la fin. Donc effectivement, on a créé cette grille d'analyse avec 7 M, qui est une espèce de checklist pour valider qu'on est dans les bons clous. Donc le premier, et je vais faire réagir aussi peut-être les intervenants qui sont avec moi, mais le premier DM, évidemment, c'est le plus évident, c'est le mobile. C'est comment ce nouveau mode de narration, comme je le disais, ce contenu vertical impacte nos stratégies de contenu. L'exemple qui est le plus parlant, c'est la story, qui est à la base un format pure player vertical qui vient des réseaux sociaux. Comment les marques s'en sont emparées. Aujourd'hui, il y a un tiers des stories sur Insta qui sont présentées par les marques. Et comment c'est devenu un format standard du web. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on pense un format vertical, et je pense que Clémentine et Guillaume. Clémentine, elle a sa webcam verticale, donc elle est. Voilà, exactement. Donc elle est déjà à fond dans le vertical content. Mais c'est marrant, dans les usages, on voit bien qu'il y a encore pas longtemps, même dans les usages personnels, on disait tous il faut filmer en paysage, et maintenant de plus en plus, on a pris le réflexe de filmer en vertical. Donc c'est un changement de paradigme de fond. Clémentine, c'était évident pour votre marque qu'il fallait être mobile first? Alors, pour Vibet, oui, c'est évident parce que en fait, la majorité de nos clients, de nos joueurs, on est à peu près à plus de 70% de personnes qui utilisent le mobile et qui utilisent aussi les applications. Donc, le mobile, pour nous, ça a une très, très grande place. Tout notre trafic, il est majoritairement mobile. Et comme le disait Benjamin, aussi tout ce qui est Instagram, mais il y a aussi toute la partie réseaux sociaux, aussi Snapchat. On voit aussi que Twitter vient de développer les stories du en format vertical. Pour nous, c'est vraiment la part la plus importante. En fait, c'est votre nouveau terrain de jeu, quoi. C'est évidemment là qu'il faut donner la priorité. Guillaume également, même question. Tout à fait. Nous, de notre côté, pour vous donner un peu de chiffres, sur le mois de mai, on est à 75% du trafic qui est sur mobile. Mobile plus sa tablette, c'est 78%. Et en fait, pour remettre un petit peu de contexte, nous, on a fait appel à Mozou pour aussi adapter notre format télé. On a pris pour la première fois la parole à la télévision. Et quel device est utilisé quand on est devant la télévision? C'est le mobile. Donc, ça coule aussi de sens. Et de toute façon, historiquement, on est présent sur le mobile depuis toujours pour catcher un maximum d'utilisateurs. Et notre cible se trouve aujourd'hui sur mobile. Donc pour Benjamin, vous voyez, c'était une évidence, évidemment, ce oui. client, mais ce n'est pas une évidence pour toutes les marques encore. Hein. C'est vrai. Le second point, il en découle, c'est la fragmentation des contenus et des modes de narration. Donc, on est sur des formats qui sont micro, donc sur des snack content, donc qui sont très courts. On en parlait précédemment aussi, le temps d'attention qui est en baissé, gagner vite en impact. Donc, c'est comment on raconte des histoires, comment on séduit les mobinautes, les internautes, je ne sais plus si ça se dit encore mobinautes, mais comment on les séduit avec un discours qui est catchy, mais sans forcément, quoi, le travers de ça, le but, c'est pas de faire du trash content et d'aller chercher du clic, c'est être respectueux, c'est de raconter une histoire qui est cohérente, mais de manière découpée, de manière courte, avec des contraintes narratives. Twitter, c'est un bon exemple. Ils nous ont appris à raconter des histoires avec 160 000 caractères au début. Donc voilà, donc c'est une nouvelle façon aussi de penser cette strate de contenu avec des contenus courts, des phrases aussi plus courtes. Quand on dit court, on parle de combien de secondes concrètement? Ça va de 15 secondes. Alors après, on est sur un format de 15 secondes, généralement sur les réseaux sociaux. Après, avec les Reels, on peut augmenter un petit peu, mais on a un exercice narratif qui est divisé par rapport à un spot TV classique de 30 secondes. On va diviser par deux quasiment le schéma de storytelling. Donc, c'est sûr que c'est assez différent. Et quand on prend les temps d'attention, on sait qu'on est passé de 9 secondes
à 6 secondes en moyenne. Donc, on va essayer même, comme on le disait tout à l'heure précédemment, d'être très vite incisif sans forcément, et c'est là où la nuance est importante, sans forcément être agressif. Parce que comme on le disait, quand on scrolle les chiffres, c'est qu'aujourd'hui, on scrolle plus de 50 mètres de contenu par jour. Le but du jeu, c'est qu'on s'intègre de manière fluide dans le feed D'arrêter le pouce, comme disait Martin tout à l'heure. Exactement, je trouve que c'est une bonne métaphore. Donc voilà. On va demander à Clémentine et Guillaume ce qu'ils en pensent. Clémentine, on peut être créatif en 15 secondes? On peut être créatif en 15 secondes, je suis tout à fait d'accord. Et c'est surtout très recommandé. Je partage tout à fait l'avis de Benjamin et ce qu'il vient d'expliquer. Nous, on voit très bien, par exemple, tout ce qui est vidéo en format vertical, donc en format story, ou même en format plus traditionnel. Sur notamment les réseaux sociaux, en fait, le temps d'attention de nos joueurs est vraiment très, très, très réduit. Donc, nous, on est entre 10 et 20 secondes. Et c'est assez recommandé quand même de partir sur des contenus de 15 secondes et d'avoir la majorité de l'information dans ces 15 secondes, en fait. D'accord. Et donc, vous allez tout de suite à l'essentiel, vous ne perdez pas de temps sur les premières secondes? Dans le betting, on va tout de suite à l'essentiel. Il n'y a pas vraiment besoin de faire des grands détours. Et les joueurs, ils cherchent ça aussi. Donc, c'est vrai que nous, dans les 15 secondes, on va directement leur dire qu'est-ce qu'ils vont bénéficier en s'inscrivant chez Videt. Ouais, Guillaume, hein, même sujet, faire passer le message très rapidement. Exactement, même constat avec nous, ce qu'on constate aussi, hein, c'est que les formats vraiment statiques ont une performance moindre par rapport au contenu déjà, au contenu animé. On va en parler juste après du motion. On va en parler juste après, mais c'est important que dans un monde où le snacking de contenu est de plus en plus important, on puisse attraper, catcher l'utilisateur rapidement en attirant son attention. Là, ça va être important aussi d'avoir un message qui est bien adapté à la cible pour que la cible puisse se projeter finalement on rentre dans l'émotionnel là pour le coup, mais puisse se projeter dans ce qu'il va voir et attirer son attention rapidement. Donc avoir la promesse qui apparaît assez rapidement dans le contenu, c'est important. C'est important, en tout cas, c'est sur ces contenus-là qu'on a la meilleure performance plutôt que les contenus où on va détailler l'ensemble de l'offre. Benjamin, le point 3, motion. Il m'a fait la transition, Guillaume. Hein. Bah il m'a fait la transition, effectivement, sur. Pareil, encore une fois, c'est une évidence. Encore une fois, ces points-là, ils sont assez évidents, mais c'est bien de les remettre en ligne. Les contenus statiques qui sont 3 fois moins partagés sur les réseaux que les contenus dynamiques, c'est de plus en plus simple, quoi. Une des raisons pour lesquelles le motion s'est démocratisé aussi, c'est que c'est de plus en plus simple de créer des contenus dynamiques. On a de plus en plus d'outils. Nos smartphones nous permettent de créer des contenus. Donc, il y a une démocratisation des contenus motion. Et donc, les mobilotes aussi, ils attendent des marques qu'elles prennent la parole sur ce type de contenus qui sont beaucoup plus simples à consommer, où l'œil est beaucoup plus attiré. Donc, on va privilégier effectivement sur un feed ou même sur un feed Insta d'avoir une bonne variété entre des contenus statiques. Il ne faut pas tous les tuer, hein, mais des contenus motion qui font avec derrière, soit c'est du 100% motion, on va récupérer des assets qu'on va mettre en mouvement, soit effectivement faire un shooting, mais c'est important de dynamiser pour donner du mouvement et pour s'intégrer de manière fluide dans le feed des marques. Clémentine, Guillaume, un rebond rapide sur cette approche multiformat, multimédia? Non, c'est comme les stories, on est dans la continuité. Moi, tout à fait OK sur ça aussi. Ouais, l'avantage du motion aussi, hein, c'est que ça permet d'en dire un peu plus que ce qu'on constate sur du format plus statique. C'est-à-dire qu'on a moyen vraiment le motion permet de caler beaucoup plus de messages, même s'il y a un message unique, mais ça permet d'être plus explicite. Et aujourd'hui, on le voit, c'est une tendance de manière générale, hein, sur Google. Quand on va sur Google, on regarde finalement le résumé de ce qui s'affiche. On clique pas forcément sur le lien. Et le fait d'expliciter, d'avoir un endroit pour expliciter finalement ce qu'on fait vraiment, ça amène de la performance derrière et ça crée l'émotion aussi. Il y avait un chercheur américain qui avait sorti une stat un peu bidon, mais qui disait qu'une vidéo valait plus d'1 million de mots. Il était parti en fait du postulat que si une image vaut 1000 mots, alors une vidéo de 30 secondes vaut un tel. Et donc, ça veut dire une image par seconde. Exactement. C'est un peu grossier, mais en tout cas, effectivement, on peut raconter plus de choses pour aller dans le sens que dit Guillaume avec une vidéo qu'avec une simple image. Très bien. Je vous propose d'avancer sur 2 points, donc immédiate et immersive. Ouais, on va le faire vite, hein. L'immédiateté, c'est le rapport effectivement à l'actualité, et on est effectivement dans un monde où le time to market est important et où on attend des marques qu'elles réagissent par rapport à l'environnement immédiat. Donc le live stream, c'est évidemment la
la traduction la plus évidente de ce qu'on peut faire, mais c'est pas évident. Toutes les marques ne font pas du live stream tout le temps, même si Twitch est en train d'exploser et donne une dynamique sur ce sujet-là. Mais en tout cas, effectivement, on attend des marques qu'elles soient assez réactives par rapport à leur environnement direct. Et effectivement, ça pose la question d'ailleurs qu'en termes de production de contenu, bah, il ne faut pas prévoir un shooting 3 mois à l'avance pour le diffuser 5 mois à l'avance, mais il faut être capable de réagir assez rapidement. Donc, c'est le premier point rapide sur l'immédiateté, ou en tout cas le rapport à l'actualité qui a assez changé sur les réseaux sociaux et la réactivité des marques, on va dire. Et le cinquième point sur l'immersivité, c'est tout ce qui est contenu expérientiel et c'est comment on crée des expériences de contenu avec de l'interactivité, avec de la technologie. On parlait de 3D tout à l'heure ou de réalité augmentée. Donc, c'est deux points effectivement qui sont intéressants ici, qui sont le rapport à l'actualité et à la réactivité des marques, et puis ensuite comment est-ce qu'on fait vivre des expériences autour du contenu. Clémentine, Guillaume, un rebond sur ces 2 points? Non, bah, comme on disait, tout ce qui est live stream, etc., nous, on est en train de se lancer aussi sur Twitch. On a vraiment compris, on essaie vraiment de développer ce côté live de nos plateformes, également sur Twitter avec des petits contenus, avec des journalistes. On essaye de faire des débriefs de match directement après le match et être vraiment en fait dans l'instant de tout ce qui se passe par rapport aux événements sportifs. C'est un milieu où on a besoin d'être assez réactif aussi. Et c'est vrai que le live, ça nous permet vraiment de capter l'attention des joueurs. C'est très lié au contenu sur lesquels les joueurs parient. Hein, oui. Donc il y a une proximité. C'est ça. Quand on est dans le marché automobile, c'est plus compliqué de jouer là-dessus? C'est plus compliqué. Donc, en plus, aujourd'hui, dans une situation où nous, en tant que start-up, on n'a pas non plus des ressources infinies, on doit concentrer nos efforts. Donc, immédiate, immersive, je pense que c'est des sujets qu'on attaquera en 2022. Mais pour le moment, on est plutôt focus sur le reste par souci de hiérarchisation des priorités. Benjamin, les 2 derniers points. Oui, rapidement, donc, qui sont peut-être les plus importants. Le point 6, donc c'est le côté fait main, c'est le côté authenticité qui est en ce moment drivé par TikTok, qui nous a bien expliqué, il ne faut plus faire de pub, il faut faire des TikTok et se traiter même de narration où on est face cam, où les marques descendent de leur piédestal, elles sont de plus en plus proches, on enlève les filtres, et donc il y a vraiment un traité. Et encore une fois, l'équilibre n'est pas évident à trouver parce que l'idée, c'est pas de faire un truc cracra avec son téléphone, mais c'est de donner un sentiment d'authenticité. Mais c'est vrai que ça pourrait être ça un peu la dérive, c'est que on peut dire en fait c'est facile de faire un contenu de marque, on se filme rapidement, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est comment est-ce qu'on gagne un contenu qui est trop produit, qui est trop qualitatif, ça peut être contre-productif. Exactement. Bah, sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est le cas. On voit de plus en plus de marques, même de luxe, hein, de mode assez high level, qui vont en tout cas dans le traité, même dans la façon de filmer, faire des gros plans dans le choix des acteurs. On va aller sur des acteurs et de l'acting beaucoup plus mainstream. On va être donner des webcams à des stars d'Hollywood pour qu'elles se filment elles-mêmes, hein, je crois. Exactement, oui. Bah, le cas des Longoria pendant le confinement qui s'est filmé pour L'Oréal, voilà, qui est un bon exemple. Mais il y a vraiment cette approche où on veut des marques qu'elles soient transparentes, qu'elles soient authentiques et qu'elles arrêtent de se cacher derrière des artifices de prod, de la post-prod et ainsi de suite. Donc il y a cet élément-là effectivement qui est assez fort et qui rebondit d'ailleurs sur le dernier point qui est le contenu émotionnel. Et effectivement, pour s'intégrer de manière assez fluide dans un feed et pas se faire trop swiper, bah, il faut essayer de jouer sur ces éléments affectifs qui font le succès de ces réseaux sociaux. Clémentine, ouais, cette transparence, cette proximité, ça crée de l'émotion, ça crée de l'engagement? Alors nous, il y a plutôt 2 axes de notre côté. Donc du coup, il y a vraiment le côté très développé et très, on va dire, avoir quelque chose de très travaillé, notamment avec des spots, on est plus sur de la TV, mais des spots traditionnels de pub, où on va vraiment avoir un film qui est vraiment travaillé. Et on a aussi le côté, du coup, beaucoup plus naturel, avec notamment nos ambassadeurs. On travaille avec deux ambassadeurs de journalistes, donc avec Didier Roustan et Thibaut Vizirian, où on aborde vraiment plus le côté un peu, c'est quand même de la vidéo qui va être travaillée, mais on est vraiment sur le côté un peu plus naturel en fait, et beaucoup plus émotionnel que de la pub traditionnelle. Donc en fait, on va mixer un peu les deux pour avoir exactement ce que nos clients y recherchent. Une bonne pub, c'est plus de la pub. C'est ça. Guillaume? Du conseil, effectivement. Le My by N, pour le coup, pareil, hein, en termes c'est des choses vers lesquelles on tend à aller, et notamment, nous, on voit des centaines de voitures passer, donc ce serait assez facile de créer du contenu. Maintenant, ça s'organise et c'est quelque chose vers quoi on va aller. Il y a de l'émotion dans l'automobile, hein, une belle voiture, ça crée de l'émotion. Il y a beaucoup d'émotions. En fait, pour tout vous dire, nous, on a fait une étude pour avoir plus de certitude sur notre offre aussi, et on a décelé un petit peu, on a essayé de déceler à quoi sont sensibles finalement nos cibles, quels sont aussi les arguments de notre offre qui sont les plus attendus. Donc, on se sert d'une part de tout cet enseignement
il y a des éléments essentiels, hein, c'est comme la rapidité et la sécurité. C'est des choses qui ressortent dans l'automobile. On est sur un marché aussi anxiogène, donc c'est important d'apporter de la confiance, du zen, et on le verra après si, je ne sais pas si la pub… Voilà, transition, une fois Voilà. de plus. Et en fait, Transition réussie. et en plus de ça, il faut qu'on arrive à mettre en scène, l'idée c'était de mettre en scène aussi une personne qui représente notre cœur de cible et qui parle en même temps à tous, étant donné qu'à la base, ce spot est prévu pour une diffusion télévisée, mais a été adapté sur mobile. Donc, voilà, en diffusion sur cible, c'était important pour nous qu'on puisse, en voyant cette image, d'une part, susciter l'intérêt en se disant qu'est-ce qu'il fait lui en étant installé comme ça. Et en plus de ça, après, que chacun puisse se projeter, ah ok, je vends la voiture. C'est vrai que vendre une voiture, c'est un peu anxiogène. On se pose pas mal de questions. Qui va venir visiter le véhicule, etc. Et en fait, là, la personne est zen, vient de vendre son véhicule. Donc, on a vraiment mis en scène finalement le résultat du passage chez Capcar. Voilà, pour apporter de la confiance aussi. Et après, c'est suivi d'un pack shot avec forcément tout ce qui s'ensuit pour générer de l'attractivité sur notre site. Parce que l'enjeu, c'est quand même un enjeu, c'est à la fois un enjeu de marque pour l'aspect télé, mais sur la diffusion réseaux sociaux, c'est vraiment un enjeu de performance où on doit drainer des personnes sur notre site pour générer des leads qualifiés qui sont ensuite scorés et traités. Et voilà. Bien sûr. Benjamin, Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette campagne orchestrée? On peut dire qu'elle est en cours, qu'encore une fois, on a essayé de s'adapter à la contrainte narrative du mobile, qu'elle est chouette, qu'il y a effectivement ce personnage et cet élément émotionnel, cette zénitude, avec ce trait d'humour qui est propre aux réseaux sociaux et qu'on essaie de faire un truc qui est assez impactant avec des zooms visage, des éléments marketing, de trouver un bon équilibre entre comment est-ce qu'on garde l'impact et la pertinence du message sur le mobile. Donc, moi, j'ajouterais simplement le fait qu'avoir un studio intégré nous permet d'avoir une grande agilité qui répond parfois à des besoins hyper importants pour les petites structures ou en tout cas les entreprises d'une plus petite taille que celle du CAC 40. Agilité qui nous permet d'aller vite, mais bien. Vite dans le sens où on est capable de créer des formats en 1, 2, 3 jours et bien dans le sens où on essaye de respecter les 7 M qu'on vient d'expliciter. Je confirme, parce qu'en fait, pour la petite histoire, on a obtenu le spot final, je crois, un jeudi, et j'ai eu les formats le lundi. On s'était mis d'accord avant avec quelques rushs sur un storyboard, mais on avait un besoin de rapidité parce que la campagne télé commençait aussi dans la foulée et qu'on voulait couvrir l'événement en même temps pour appuyer le message. Donc, chez Mozo, on travaille le samedi et le dimanche, si je comprends bien. La réactivité était très, très importante. Très bien. On va regarder la deuxième campagne aussi qui a été réalisée par Mozo pour Vebet. Alors, je ne sais pas, Clémentine, peut-être un mot sur cette campagne? Oui, alors en fait, on a 2 campagnes. On a une campagne qui n'est pas encore live et une campagne qui a été live il y a très longtemps. Juste pour la petite histoire, on a commencé avec Mozo il y a maintenant presque, si je ne me trompe pas, ça va faire presque 1 an. On a aussi une grosse campagne l'année dernière, en fait, qui était notre première grosse campagne avec Mozo, qui était pour notre campagne de pub qu'on a fait l'année dernière sur la reprise de la nouvelle saison. Donc la première banner, en fait, c'est une banner très promotionnelle pour nous. C'est pour les fêtes de fin d'année. On fait un calendrier de l'Avent betting. Donc en fait, c'est un concept qui est assez connu en France dans ce milieu-là. C'est un jour égale une promotion. Et donc, tous les jours, on invite les joueurs à découvrir la promotion du jour. Donc, c'est une campagne qui a plutôt bien marché de notre côté et qui a rapporté des assez bons résultats, on va dire. Et après, sur la deuxième partie, donc du coup, on est sur la campagne de l'Euro qui commence demain actuellement. Et on est sur une campagne, en fait, ça, c'est un asset de la campagne. Il y aura en fait un deuxième asset qui est une offre de bienvenue qui est augmentée. Et du coup, voilà, on est sur un asset où on a un peu changé parce qu'on intègre, on est en train d'intégrer en fait aujourd'hui ce qu'on appelle un fit API, qui est un fit des codes qui sera intégré directement dans les banners. Donc voilà, il y a un petit côté technique en plus. Et puis voilà, et je rejoins tout à fait le fait de la rapidité aussi
c'est des assets qui ont été développés je crois, tous en deux jours, une journée et demie. Et c'est vraiment très, très rapide et c'est super agréable du coup parce qu'on a la possibilité d'aller live très, très rapidement. Il va falloir quand on a rajouter un ces besoin. délais de création dans les 7 règles du M-Content, hein, parce qu'apparemment, en 48 heures, on peut avoir une campagne. Ouais. Oui, tout à fait. Non, mais d'ailleurs, c'est la méthode de production qu'on a d'ailleurs qui est chez Mozu, qui est en mode sprint. Et effectivement, comme on le dit, que l'immédiateté est importante et la réactivité est importante, il faut que nous, en tant qu'agence, comme partenaire, on soit capable d'être ultra réactif et de produire vite. Donc, ça va effectivement dans le sens de ce point-là. On a vu 2 exemples de campagnes donc, pour 4Car et VBET, hein, mais Mozu accompagne beaucoup de marques. Hein. On a un wall créatif, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors là, d'ailleurs, c'est pas, pour être transparent, c'est pas que des marques qu'on accompagne. On a créé un outil qui s'appelle Mood, qui est une plateforme d'inspiration sur le meilleur de la créativité sur les réseaux sociaux. C'est un teaser parce qu'on va la lancer la semaine prochaine. Donc on vous montre un petit preview parce qu'effectivement, dans cette phase de création, la partie inspiration, elle est capitale. Donc, il faut être capable de gagner du temps et de vite comprendre ce qu'ils font les tendances du marché aujourd'hui. Donc, on a créé une plateforme qu'on voit ici qui s'appelle Mood. Il y a 4500 contenus de marque, principalement du snack content qui vient des réseaux sociaux. Une partie évidemment qu'on a faite, une partie qu'on n'a pas faite, mais c'est le meilleur de la créativité des réseaux sociaux qui est présent sur Mood et qu'on met à disposition des marques pour les aider à faire des briefs de qualité et à être bien inspirer. Très bien. Alors on est un petit peu en retard, je suis désolé, mais on va demander à tous les quatre un mot de conclusion. Clémentine, donc aujourd'hui, on peut considérer qu'on peut concilier créativité et performance? Alors oui, tout à fait. Après, il y a toujours le côté pure performance et le côté brand / performance. Mais en tout cas, la créativité a complètement sa place dans le côté performance et acquisition. Et je dirais même que c'est une obligation dans le sens où si on reprend un peu les 7 M qu'on a passés, que ce soit sur le côté animation qui permet d'attirer l'œil sur une offre, par exemple pour nous, qui va permettre voilà, d'attirer l'œil du joueur sur un montant qu'on va lui offrir pour son inscription ou sur un élément du design qu'on veut mettre en avant. Donc, je dirais, voilà, la créativité a complètement sa place dans la performance et pour moi, c'est même une obligation en fait. Guillaume également, et puis on invite tout le monde à télécharger l'application VBET pour parier sur les prochains événements sportifs. Je pense qu'avec l'Euro, vous allez avoir une fin juin assez chargée. Guillaume, moi, l'avis est partagé. Je pense que la créativité amène aussi de la différenciation par rapport à la concurrence. Donc, il faut être créatif. Il faut se différencier. Il faut quand même garder en tête la cible, notre cible pour ne pas s'en écarter. Mais oui, c'est complètement vecteur de. Enfin, c'est pas incompatible. Et effectivement, il y aura toujours des formats qui seront un peu plus directs, dédiés à la performance, et des formats qui seront un peu plus dans l'émotionnel. Mais néanmoins, les deux sont complètement compatibles. Benjamin, un mot de conclusion, ou Nicolas, un mot de conclusion pour Mozu? Vas-y, Nicolas. Notre rôle, c'est justement d'aider les marques à optimiser leur budget média et publicitaire en investissant dans la créativité. C'est prouver que les campagnes créatives sont plus efficaces, génèrent plus d'engagement, plus de temps passé, plus de mémorisation, de notoriété et même de visites en magasin. C'est bien plus que de la publicité, tout ça, non? Presque, oui. Et du coup, l'investissement créatif est lui-même un investissement à fort ROI ou ROI. Ça dépend comment on le voit. On est vraiment ravis de faire des passements de jambes sur ce nouveau terrain de jeu, en tout cas. Ouais, et puis Benjamin l'évoquait, cette accélération qui permet ce cercle vertueux, ces méthodes sprint, comme disent les informaticiens, ça permet vraiment d'optimiser quasiment en temps réel ces campagnes. Tout à fait. Tout à fait, oui. Pour le mot de la fin, effectivement, c'est qu'il faut opérer des strates de contenu qui sont mobile first. Je pense qu'on est tous convaincus là-dessus. Et il faut le faire de manière agile, en amélioration continue pour gagner en performance. Très bien, merci en tout cas à tous les quatre pour ce témoignage. On a pris un petit peu de retard. Désolé Martin, on est en retard, mais on va te laisser quand même le soin de conclure tout ceci avec des bullet points. C'est pas grave d'être en retard parce que c'était des beaux témoignages. Merci à Mozu, merci à Sublime d'avoir amené aussi ces témoignages des annonceurs parce que c'est ça qui est important, c'est aussi de montrer que les annonceurs utilisent ça, que ça existe déjà, cette créativité, tout ce qui vient d'être dit. Donc voilà, là, je vais le faire rapidement du coup, parce qu'effectivement, on est un peu en retard. Donc après, les key points, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc déjà, je rappelle que, on l'a dit un peu à travers encore une fois, les témoignages, l'objectif de la création doit être clair pour que l'efficacité soit maximale. Faut savoir pourquoi on fait une créa pour qu'on puisse la juger correctement.
On ne peut pas, encore une fois, tout vouloir en même temps et une créativité, une création, un Souvent, les message annonceurs, pour ils veulent avoir un tout, hein. objectif unique. Souvent, ils veulent tout, mais comme on a vu avec un Café Royal, il vaut mieux faire 2 créas pour atteindre 2 objectifs. Et si il y a d'autres choses à faire, voilà, il y a en fait, et comme on a vu, il y a des productions qui sont aussi très agiles et faciles à faire aujourd'hui. Donc, on peut faire des créas différentes pour les différents objectifs. Et je pense que Capcar aussi et Vbet ont montré ça, que justement, il fallait s'adapter. Donc, ça, c'est vraiment la base de la base. Hein. C'est ce qu'on répète et on répète et on répète, mais c'est important de le répéter. Deuxièmement, avec des créas, là aussi, on enfonce une porte ouverte, on le rappelle. Avec des créas adaptés au mobile, on accroît l'efficacité des campagnes. On a vu des technologies natives, des formats natifs, des narrations natives mobiles. Forcément, ça parle mieux, c'est intégré, c'est évident, encore une fois, mais voilà, tout le monde ne le fait pas. Donc, pensez aux spécificités du mobile. Il y a encore des marques qu'il faut convaincre? Mais des marques qu'il faut convaincre justement parce qu'il y a des freins aussi. C'est pas qu'elles veulent pas parce que tout le monde est à peu près conscient, mais il y a des freins aussi dans la capacité de production des choses. Tout le monde n'est pas mis en place. Le poids du c'est un peu passé. le troisième point. Le poids du passé. Voilà, voilà, non, mais c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est facile. Mozou vient de le dire. Avoir des capacités de production agiles, ça existe. Il y en a. Mozou est un exemple. Il y en a d'autres. Des studios mobile first qui accompagnent, comme l'exemple avec Capcar. On a un beau spot télé. Comment est-ce qu'on va utiliser cet asset pour en faire, pour le décliner sur le digital en général et le mobile en particulier, puisqu'on a vu que c'était le mobile le premier écran. Voilà, c'est possible. C'est peu coûteux. C'est pas refaire un spot télé, c'est ça que je veux dire. Et ça existe en fait. Et c'est des choses qui sont importantes à comprendre et à intégrer dans les processus créatifs. Il ne faut pas penser que il y a l'agence de créa qui est là pour faire le message général, pour driver la stratégie de communication. Mais après, comment adapter les choses, c'est pas forcément leur spécialité. Il y a des spécialistes, utilisez-les. Voilà. Quatrièmement, aussi, l'optimisation de la créa en continu. Ça vient aussi avec le point d'avant. On a vu qu'on peut produire facilement. Et du coup, en fait, c'est ça, c'est un travail de test and learn. On parlait de sprint juste avant. C'est ça, un sprint continu pour pouvoir améliorer et cranter au fur et à mesure comment va travailler l'efficacité en fonction des cibles. Et je rappelle que ça, c'est possible évidemment sur les réseaux sociaux. Des choses que les annonceurs ont commencé à vraiment intégrer dans les réseaux sociaux. Ils ne l'ont pas forcément intégré sur le display, mais c'est aussi possible. Voilà. Petit rappel au passage. Dernier point, que l'analyse des créas et offre des insights marketing, c'est unique. Il y a des études qui le permettent, des post-tests, des pré-tests qui vont permettre de travailler non seulement l'impact et les KPI de médias, mais aussi les intentions d'achat, l'impact sur la mémorisation, comme on en parlait aussi auparavant. Et ça, c'est important parce que c'est comme ça aussi qu'on crée un cercle vertueux. On en a parlé plusieurs fois et dans tous les témoignages, ça a été le cas, de créer des cercles vertueux justement en apprenant, test and learn, et avec justement des insights qui vont nous permettre d'améliorer et d'affiner sans cesse la créativité. Un dernier point encore. Voilà. Et puis le dernier point, c'est que voilà, cet état des lieux n'est pas encore très clair aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait quoi, comment, pourquoi? C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à participer à cette grande enquête. Je vais mettre, parce que j'ai dit tout à l'heure que je l'avais mis, mais je ne l'ai pas encore mis. Donc l'enquête, le lien de l'enquête. On vous enverra un email. Mais je l'envoie ici, comme ça, vous pouvez déjà le faire pour participer à cette enquête. Et voilà. Et on invite tous les annonceurs, mais tous les acteurs de la communication digitale en particulier, à répondre à ces questions. C'est rapide, c'est 5 minutes, pour justement faire un état des lieux et un premier baromètre de la créativité sur mobile. Très bien. Voilà, on fait court. Merci Martin pour ces mots de conclusion à vitesse accélérée. Il va être temps de conclure cette matinée. Je vous rappelle que vous pourrez revoir le replay de nos échanges sur la chaîne YouTube du marketing mobile. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux et le site web de l'association. On se donne rendez-vous pour un prochain événement, normalement le 1er juillet, consacré au paiement mobile et au wallet. Et puis d'ailleurs, vous pouvez suivre l'agenda chargé de l'association sur le site mobilemarketing.fr. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de nos échanges. Une fois de plus, un immense merci à Sublime et à Mozou qui ont brillamment animé cet échange ce matin avec les témoignages de leurs clients. Et puis merci à toutes et à tous d'être venus ce matin. Et je vous donne rendez-vous donc dans quelques semaines pour un nouvel événement de la Mobile Marketing Association France. À bientôt.